Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Qu'est-ce que vous feriez avec les fameux écrans qui sont vraiment partout dans notre vie et beaucoup, beaucoup à l'école, à tel point qu'on le dit, c'est quasiment un fléau à l'école qui est devenu impossible à gérer. Les milieux scolaires, d'ailleurs, le disent. Les directions d'école déplorent les nombreux impacts dévastateurs sur les élèves. On parle de retard de langage, de troubles de comportement, de difficultés à écrire et à socialiser. Il y a la tablette, il y a l'ordinateur, mais il y a le foutu cellulaire. Et on le sait, c'est au cœur des discussions des élus qui sont réunis en commission parlementaire depuis quelques jours pour décider de la place des écrans à l'école. Et ça tombe bien parce que cet après-midi, il y a justement l'Association québécoise du personnel de direction d'école qui va présenter son mémoire qui a été déposé la semaine dernière. Ils vont le présenter devant la commission. On va tout de suite parler rapidement avec Carl Ouellette, qui est le président de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. Bonjour, Monsieur Ouellette. Bonjour, Madame Maréchal. Qu'est-ce que vous allez aller défendre cet après-midi là, devant les députés? Bien, ce qu'on va faire comme direction d'école, c'est qu'on va exposer les constats. Donc, vous savez, depuis la pandémie, on sait que l'utilisation des écrans s'est accrue. Donc, nous, comme direction d'établissement scolaire, on va donner nos constats, on va donner nos préoccupations, ce qu'on entend de nos équipes écoles. On va parler là, des préoccupations sur le plan linguistique, sur le plan de la santé physique, sur le plan des relations entre élèves. Et on va arriver avec des exemples concrets. C'est certain que les recherches débutent. Vous savez, là, on commence à creuser le sujet un peu plus, les universitaires, les pédiatres aussi. Déjà, des recommandations sont faites par les pédiatres. Ça débute, les recherches en ce sens-là, mais nous, on vient vraiment là donner nos constats, qu'est-ce qu'on vit sur le terrain avec nos élèves, c'est quoi les impacts qu'on voit. Vous dites, vous allez présenter des anecdotes, des exemples, quelques-unes là qui sont frappantes de ce que vous allez vouloir expliquer cet après-midi. Par exemple, on a eu vent dans une école primaire que des jeunes filles arrivaient avec de la crème anti-rides parce qu'ils ont vu une influenceuse là, qui en exposait les bienfaits. Des parents nous disent, écoutez, moi, mon jeune, là, tellement il est accro à ses jeux vidéo, il en oublie ses besoins de base. Donc, manger, dormir, aller à la toilette. Se laver, effectivement. Donc, c'est des exemples comme ça là, qu'on va venir démontrer aux membres de la commission. Et M. Ouellette, vous demandez quoi alors à la commission? Ben nous, c'est certain que on dit que l'usage inapproprié, l'utilisation inappropriée et non pédagogique. Non pédagogique, c'est là-dessus qu'on va de nos élèves. Ce qu'on veut, on sait que ça doit passer par l'éducation. Ça, c'est le rôle de l'école, d'outiller, de sensibiliser nos élèves à développer de saines habitudes, des temps d'écran et des contenus. Par contre, c'est la responsabilité du parent aussi d'encadrer qu'est-ce qui se passe à la maison, de gérer les réseaux sociaux, de gérer les écrans à la maison. Et on veut être en collaboration avec les parents. On veut sensibiliser les parents s'ils ont besoin d'aide. On veut faire partie, dans le fond, de la solution comme école. Parce que là, en ce moment, on le sait, depuis janvier, l'utilisation des téléphones intelligents est interdite dans les classes, au primaire, au secondaire. Évidemment, à moins que le prof dise prenez votre cellulaire pour aller voir quelque chose sur TikTok. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de profs qui le font, mais il y a quand même des profs qui doivent le faire. Donc, ça, êtes-vous d'accord avec ça? Toujours interdit le cellulaire dans les classes, mais après, ou vous en pensez quoi de ça? Est-ce que pour vous, c'est bien de l'avoir interdit? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ, dit, attendez, là, avant de bannir le cellulaire de partout dans l'école, c'est peut-être pas une bonne idée. Une solution mur à mur est pas la réponse à tout ça. Donc, vous feriez quoi, vous, Carl Ouellette? Je vous dirais que nous, la directive qui a été implantée en décembre dernier concernant l'interdiction du cellulaire en classe, oui, je pense que ça a eu un effet dans les milieux. Ça nous a aidés comme école, comme enseignants, comme direction dans cette gestion-là. Maintenant, quand on parle de la gestion complète, de l'interdiction complète dans les écoles, on est très divisé comme direction. Ouais. Certains veulent pas. Nous, on prône encore une fois dans la loi, là, il y a le principe de subsidiarité qui dit que la décision doit se prendre le plus près possible de l'élève. Et on revient au milieu. On dit on a des parents sur les conseils d'établissement, on a des élèves au secondaire sur les conseils d'établissement, on a des membres du personnel. On va faire une recommandation en ce sens-là, à ce que ce soit les écoles qui gèrent cette partie-là. OK, donc vous êtes d'accord avec la CSQ, finalement. Vous, une solution mur à mur, c'est pas une bonne idée.
Non, et dans plusieurs dossiers, nous, c'est une solution mur à mur, ce n'est pas une bonne idée. Fait que donc, vous dites, on garde ça comme ça, interdit en classe, puis après, les parents gérer vos jeunes et leurs écrans? Les parents, oui, on peut vous aider, on va sensibiliser, on va faire de la sensibilisation, on va faire des campagnes de promotion pour les parents, on va les aider. À l'école, on laisserait justement chaque école, chaque milieu ou centre de service décider là, de qu'est-ce qu'on fait pour l'interdiction complète à l'école. Parce que là, dans les cours d'école, ça se bataille puis ça se filme avec le cellulaire. Vous faites quoi avec ça, Carl Ouellet? Absolument. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Oui, ça peut se passer au centre d'achat, ça peut se passer à l'école. Nous, on aime mieux prévenir, on aime mieux faire de l'éducation et sensibiliser nos jeunes. Pensez-vous que ça marche? Mais je pense que oui, si tout le monde rame du même côté, il faut prendre conscience. Et les jeunes, même les jeunes, dans les écoles secondaires, on voit que les jeunes sont de plus en plus conscients. Il y a même des milieux où ce sont les jeunes qui demandent de faire la réflexion avec leurs écoles, avec leur direction, avec les membres du personnel, les parents, pour justement interdire ou non. Donc, ça vient des jeunes dans plusieurs endroits. Les jeunes sont de plus en plus conscientisés là, à ce phénomène. Bien, Carl Ouellet, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je vais vous laisser aller parce que vous êtes cet après-midi à la commission pour présenter votre mémoire. Merci beaucoup, président de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. Il y a un auditeur qui nous écrit: il faudrait installer dans chaque école des bloqueurs d'ondes cellulaires associés, aucun branchement Wi-Fi. De cette façon, pas besoin de police du sel dans les écoles. Les solutions technologiques sont disponibles sans mettre plus de réglementation et aussi, en même temps, pour laisser aux parents tout ce qui se passe en dehors des murs de l'école. Merci, Claude, de nous avoir écrit. Il y a Michel qui nous dit, à mon avis, les cellulaires à l'école, c'est non. Point à la ligne. L'école, c'est fait pour apprendre, étudier. Le cellulaire, ça éloigne plus que jamais. L'école devrait être pour échanger entre amis, faire du sport, étudier, aller à la récréation. Ça, c'était avant, ça. C'est plus ça maintenant, l'école, et c'est autre chose. Mais ça reste un milieu de vie. Merci, Michel, de votre témoignage. Vous pouvez continuer de m'écrire à isabelle@cube.ca. Je vous présente le docteur Égide Royer. Vous le connaissez bien, il est psychologue. C'est un grand spécialiste de la réussite scolaire. Bonjour, Égide. Bonjour. Vous avez entendu Carl Ouellet. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est un peu... comment ça? On va dire, on va collaborer avec les parents... Je dirais que c'est angélique, là. Oui, mais c'est un peu... Voilà. Compte tenu des indications qu'on a présentement sur l'impact, ma recommandation professionnelle, j'ai un dossier assez complet sur ce sujet-là, entre autres du cellulaire. C'est vraiment l'interdiction d'une cloche à l'autre à l'école. Et ça inclut la cour de récréation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a suffisamment d'indications au niveau de l'impact sur la santé mentale, particulièrement des filles. L'impact que ça a sur l'activité physique, l'impact que ça a ou du rôle que ça joue dans l'intimidation, par simple principe de précaution, en plus de l'interdire en classe, l'idée carrément de faire des écoles un genre de sanctuaire déconnecté, Oui. sauf pour des raisons pédagogiques ou des raisons de santé. Certains jeunes ont besoin de leur cellulaire par rapport à une forme de suivi médical. Moi, j'en suis rendu là à la lumière de ce que j'ai vu passer comme étude sur le sujet. Ah oui, donc vous prônez pour un sanctuaire déconnecté que serait l'école. Est-ce qu'il y a des exemples? Je pense qu'en Ontario, c'est ça qu'on a opté pour ça. On a quelques provinces présentement, quelques États américains ou quelques collèges tout simplement qui ont été dans cette perspective-là. C'est sûr que les études sont relativement rares, mais ce qu'on sait, écoutez, c'est pas de la physique nucléaire, là. On savait déjà que de conserver son cellulaire en classe avait un impact sur l'attention, la concentration et sur les résultats scolaires. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en chimie ou en physique pour établir ça. Mais là, là, je vous parle comme psychologue, l'impact sur la santé mentale comme telle, entre autres des filles, dont de plus en plus d'indications. On sait que c'est difficile de faire une relation de cause à effet entre le cellulaire, les réseaux sociaux surtout, et la dépression. Mais ce qu'on sait, c'est que la corrélation entre les deux, le lien entre les deux est suffisamment fort pour être extrêmement prudent. Et ce qui fait que moi, je renverserais le fardeau de la preuve. Le cellulaire, a priori, est interdit d'une cloche à l'autre. C'est à l'école et à l'équipe école de justifier la valeur ajoutée que d'avoir son cellulaire accessible en dehors des heures de classe sur le terrain de l'école. Fait qu'on le met où? On le met à l'entrée de la classe dans une petite boîte? On le laisse dans son casier? Il y a des exemples là-dessus de gestion de cellulaire. En rentrant, on le laisse dans un genre. Il y a toutes sortes de pochettes ou
de types de rangement disponibles. De plus en plus, on voit il y a encore des cases. On peut dire aux jeunes, laisse-le dans ta case, mais là, ça va prendre une police, des cases puis du cellulaire. Ça va être difficile. Il faut le laisser en rentrant. On sait déjà que dans certaines rencontres, dans certains contextes, on les laisse aussi. Ça, techniquement, c'est gérable. Ouais. Mais ce que je voulais simplement souligner, c'est que il y a une question de santé mentale qui rentre en ligne de compte et il y a une question aussi de principe de précaution. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'accès aux réseaux sociaux via le cellulaire, c'est le nombre. C'est pas encore arrivé au Québec, d'ailleurs, ça me surprend, mais j'ai plusieurs conseils scolaires ontariens, entre autres, qui ont intenté des poursuites contre Meta, contre TikTok et les autres, là, parce que l'impact de la santé mentale est tel. Eux autres argumentent qu'il y a une question quasiment ça crée une forme de dépendance aux réseaux sociaux et que c'est de la dépendance programmée. Et dans cette perspective-là, l'impact est sur les ressources supplémentaires que les écoles doivent mettre pour aider des gens en difficulté. Entre autres, c'est question des retards d'apprentissage, des questions de santé mentale. Donc, c'est suffisamment grave pour au moins agir sur un principe de précaution. Et si les écoles veulent le gérer eux-mêmes, et c'est là que j'attends toujours que le ministre mette en place son Institut d'excellence en éducation. Si vous voulez absolument, c'est ce que la position de la CSQ, la position des directions d'école, laissez-nous ça, on va décider, mais il va falloir que ce soit une décision éclairée. Une décision éclairée, ça implique d'avoir un organisme qui est en mesure de donner des indications de recherche qu'on a présentement. Et ce que d'autres organismes américains, entre autres, ont fait, on a même l'Institut national de santé publique a publié un document sur ces questions-là. Oui, effectivement, c'est quand même assez documenté. Vous avez compris la position de la CSQ, là, selon le président Éric Gingras, cette décision-là ne devrait pas être imposée là, de bannir le cellulaire à l'école. Ça ne devrait pas être imposé à l'ensemble du réseau de l'éducation. Ça doit revenir, cette décision, aux écoles qui doivent décider. Là, c'est vraiment, on revient au principe d'autonomie professionnelle. Vous en pensez quoi de cette position de la CSQ? Deux choses, c'est une position davantage politique là, d'un organisme. Un syndicat. Moi, ce que j'aimerais avoir, ce qu'on n'a pas encore, c'est un ordre professionnel des enseignants qui est en mesure de dire, nous autres, dans l'exercice de notre profession, voici notre position sûre. Les pédiatres l'ont fait, les psychologues l'ont fait. Et dans ce cadre-là, vivement un ordre professionnel, parce que ça, c'est toute mécanique ou un discours syndical habituel. Et l'autre, c'est davantage une position dans le geste professionnel d'enseigner. Et j'ai trouvé que tout au moins ce qui a été rapporté dans les journaux, écoutez, ils n'ont pas fouillé le dossier du tout, parce qu'on a des indications que, même au niveau des enseignants de première, deuxième année, on a de plus en plus d'indications qu'enseigner à lire et à écrire à vos jeunes hors tablette, papier, crayon et papier au niveau de la lecture. Parce que l'enseigner à lire et à écrire sur tablette ou sur des instruments de cette nature-là est moins efficace. Après ça, Après ça, troisième, quatrième, cinquième année, vous savez déjà lire et écrire, ça, il n'y a pas de problème. Mais donc, voyez-vous ça? Donc, la base, là, il faut revenir au bon vieux papier-crayon. Papier, crayon, écriture cursive, nommez-les, là. Il y a toute une question d'apprendre. Écoute, les jeunes qui vont très, très bien apprendre sur une tablette ou apprendre papier-crayon, mais par rapport à des jeunes qui seraient susceptibles d'avoir des difficultés au niveau de l'apprentissage de la lecture. Voyez-vous, ça, c'est une information professionnelle. C'est pas une information syndicale, là, en disant nous voulons décider localement avec l'employeur. Ouais. C'est vraiment une décision qui est professionnelle ou une suggestion professionnelle. Et sur la question de la santé mentale, entre autres des filles. Moi, autant je travaille pour la réussite scolaire des garçons, autant ce qui se passe avec les filles de 12, 13, 14, 15 ans au niveau des réseaux sociaux. Là. Pourquoi plus les filles, vous pensez, Gilles de Royer? Il y a une question d'influence qui joue au niveau, entre autres, TikTok et autres types de médias du genre, là. Et il y a une question, écoutez, là on pourrait débattre dans quelle mesure que c'est socialement dépendant ou pas. L'influence de la comparaison, là, suis-je aussi belle, aussi grande, moins grosse, plus mince, etc., c'est un impact qui est nettement plus... Quand vous avez ça qui se discute sur les réseaux sociaux, avec des types de logiciels ou des types d'applications qui ramènent les mêmes sujets lorsqu'on a fait une recherche, ça a plus d'impact chez les filles et chez les garçons. Ouais. Vous restez avec nous, Gilles de Royer. Je me tourne vers Véronique Bolduc. Elle est chargée du développement du programme d'ateliers de prévention au Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Ça s'appelle Le Ciel. C'est magnifique comme nom. Merci beaucoup, Véronique, d'être là. Vous avez fait plus de 640 ateliers gratuitement l'année dernière, l'année scolaire 23-24. Vous avez rejoint plus de 40 000 jeunes
depuis les dernières années, là, depuis 3 ans, un peu partout au Québec. Quand vous écoutez, là, bon, vous avez entendu M. Ouellet qui va déposer son mémoire là, tout à l'heure, notre grand spécialiste, Égide de Royer, vous en côtoyez des jeunes. Est-ce qu'ils vont être d'accord avec le fait, quand on est petit, que finalement, le papier et le crayon, c'est encore la meilleure méthode, puis qu'après, le cellulaire, c'est quand la cloche sonne, tu le mets dans la petite boîte à l'entrée, puis tu le retrouveras pendant la pause. Vous en pensez quoi de tout ça? Oui, bien en fond, les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est assez varié. C'est faux de penser que tous les jeunes sont contre, penser que tout le monde est pour. Ça va vraiment varier d'un jeune à l'autre, d'un milieu à l'autre, d'une région à l'autre. Ils n'ont pas les mêmes rapports au numérique, dépendamment si on est en Gaspésie ou à Montréal. Donc vraiment, c'est varié. Par contre, ce qu'on entend beaucoup... au final, dans les classes, les raisons pourquoi certains sont peut-être plus réticents, ils vont beaucoup parler des bienfaits. Donc, ils ne vont pas nécessairement aller nous parler des effets négatifs parce qu'ils en sont très conscients que ça a des effets négatifs sur leur santé mentale, sur leur bien-être. Ils sont conscients, les jeunes? Ils en sont conscients, les jeunes. Ils se font marteler le message quand même souvent. Ils en entendent dans les médias. On va dans les classes, les enseignants en parlent. Donc, ils ne sont pas complètement... étrangers à cette problématique. Mais on va beaucoup entendre des jeunes dire, moi, je viens de déménager, je suis dans un nouveau milieu, j'ai envie de rester connecté quand même avec mes amis parce que j'ai pas encore d'amis à cette école-ci. Ou on va entendre les jeunes nous parler de, moi, à la pause, oui, on est peut-être sur nos selles rapidement au dîner, mais on finit par parler de ce qu'on a vu en ligne. On finit par parler de notre jeu auquel on joue parce qu'on joue tout le monde ensemble au final. Donc, quand même, de trouver ces moments-là pour pouvoir connecter avec leurs amis tout en prenant, des fois, ils vont nous vraiment dire, c'est comme une pause. Est-ce que je peux avoir cette pause-là après avoir soutenu mon attention pendant 1 heure en classe, de juste comme pendant ma pause de 10 minutes, aller regarder rapidement est-ce que j'ai des messages, est-ce qu'il se passe de quoi, puis ensuite revenir avec mon attention. Donc, ils vont souvent nous le caractériser comme ça. Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites, Véronique, parce que c'est vraiment ça, l'impression de... on appelle ça le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire de ne pas être au courant de ce qui vient de se passer. Je veux dire, c'est une maladie là, sur les réseaux sociaux. Je veux dire, on en est toutes plus ou moins atteints, mais comment se prémunir de ça? Puis les jeunes, on s'attend à ce qu'ils soient meilleurs que nous, mais on ne l'est pas. Mais pourquoi? Même les adultes le font. Pourquoi on a peur d'avoir manqué l'espèce de vidéo niaiseux qui vient de sortir sur TikTok, là, qu'on pourrait vraiment regarder plus tard? Oui, d'où ça vient, ça? Oui, mais le FOMO, je veux dire, les jeunes ne le diront pas dans ces termes-là. C'est un terme qui est plus utilisé par les adultes, mais en effet, ça touche les adultes. D'où ça vient? Je pense pas que c'est une question, cette peur de manquer quelque chose. Je pense pas que c'est au niveau des petites vidéos courtes, un peu, qui n'ont pas nécessairement de sens ou quoi que ce soit. C'est souvent davantage en lien avec leur relation sociale. C'est comme ça qu'ils vont nous en parler. Pour eux, c'est d'avoir ce monde connecté à leurs amis en tout temps. Puis à l'adolescence, l'amitié, c'est probablement la chose, les liens les plus importants que les jeunes sur lesquels ils misent. Ils sont en quête d'identité, puis leurs amis les aident énormément à se trouver. Mais visiblement, ça veut dire que les amis ne sont pas dans la classe en personne, ils sont ailleurs qu'à l'école? Ils sont partout. Sont en ligne, sont en classe, sont dans leur quartier. C'est juste une manière d'être plus connecté encore avec eux. C'est une manière qu'on a ajoutée, puis c'est pas nouveau. Je veux dire, moi, j'ai grandi avec ça aussi. C'est comme, on Dès ajoute... que vous sortiez de la classe, vous vouliez aller sur votre cellulaire? Je veux dire, on n'avait pas nécessairement de LTE à ce moment-là sur nos téléphones. Fait que, si à l'école, il n'y avait pas de Wi-Fi, on pouvait pas nécessairement communiquer. Mais oui, dès qu'on revenait de l'école, on était connectés. Je veux dire, au primaire, j'étais connectée à MSN. Ouais. Mes amis étaient pas loin dans les quartiers. Là, on habitait tous assez proches. Mais on revenait à l'école. On revenait de l'école parce que nos parents voulaient qu'on soit à la maison. Puis ça nous permettait de pouvoir quand même continuer à se parler, de quand même échanger sur des choses qui étaient arrivées à l'école, de revenir sur des situations, de parler à notre crush ou des affaires comme ça. C'est pas nouveau de parler à notre crush, la personne avec qui on a... votre petit kick, là. Oui, notre petit kick, la personne à qui on veut parler, là, c'est ça. Donc vraiment, c'est plus dans ce terme-là que les jeunes vont nous en parler. La proposition d'Égide de Royer de dire, lui, il souhaite que l'école devienne un sanctuaire déconnecté, en tout cas d'une cloche à l'autre. On a bien compris, quand la cloche sonne, on est en classe, elle ressonne, là, tu vas dans le corridor, puis tu peux retrouver ton cellulaire. Égide, je vous ai bien compris, c'est un peu ça. De la première à la dernière cloche, là, c'est vraiment de l'arrivée à l'école jusqu'à la sortie de l'école. Même pas dans le corridor?
Non, même pas. Ah, moi, j'étais trop lousse, là. Finalement, je leur permettais dans le corridor. Non, vous dites, quand ils arrivent jusqu'à ce qu'ils partent, c'est encore plus clair. Donc, on fait un sanctuaire déconnecté. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, Véronique? Oh mon Dieu, réaliste, c'est une excellente question. Nous, c'est certain qu'avec l'interdiction en classe, on l'a tout entendu comment les jeunes contournent cette interdiction-là. C'est-à-dire? Je veux dire, cacher leur téléphone, faire avoir une montre? Avoir une montre intelligente. Ouais, mais là, ça sous-entendrait qu'on mettrait la montre aussi dans le... Ouais, mais les jeunes sont bons. Ils vont mettre des fois des faux téléphones dans les pochettes pour pouvoir garder l'heure. Ils ont des stratégies pour contourner. Là, on l'entend même à la maison, comment ils vont contourner les contrôles parentaux. Les jeunes sont J'espère capables. qu'ils mettent autant d'énergie à faire leur devoir. C'est ça. Donc, au niveau du réalisme, c'est un petit peu plus difficile. Ouais, j'ai Luna qui est une maman qui dit, est-ce que... je sais pas si c'est les mamans. Ah oui, c'est Marie, la maman, qui dit, c'est difficile avec nos enfants quand on leur enlève leur écran. On dirait qu'on les trahit. Oh, ben oui, je connais le sentiment. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on dit aux parents, Égide de Royer? Comment on peut les aider, les pauvres parents qui se font dire, tu m'aimes pas? Toutes mes amies en ont un. Je veux dire, on les connaît, là. Moi, je me suis déjà assise sur le téléphone cellulaire de ma fille. C'est le rôle ingrat des parents. Oh mon Dieu, c'est terrible. Oui, on n'aime pas ça. Puis je parlais de la garde partagée l'autre jour. Alors, en garde partagée, ça concerne quand même... Pourquoi j'amène ça là? C'est parce que ça concerne beaucoup de parents. Fait que là, c'était le parent pas fin là, qui enlève le cellulaire. Puis l'autre parent, la semaine suivante, lui, il est cool, il laisse le cellulaire. Ça se peut que ton enfant t'aime moins. Tout à fait. Nous, c'est beaucoup de préoccupations qu'on entend quand on va parler aux parents. Oui, hein? Puis, tu sais, il n'y a pas de recette magique. Là, on aimerait ça pouvoir donner comme une solution clé en main aux parents de voici la meilleure manière de gérer. Mais honnêtement, il y a tellement de facteurs qui vont entrer en compte. Puis chaque famille est différente. Chaque personne a leur réalité. Mais on leur dit tout le temps d'ouvrir une conversation vraiment sans jugement avec les enfants sur la place du téléphone dans la maison puis d'établir les règles avec les enfants. Donc, vraiment, d'avoir cette conversation-là, de comprendre le point de vue de l'enfant aussi, de pourquoi il est tellement attaché à cet objet-là, c'est quoi que ça lui apporte. Mais il y a des parents qui vont dire, c'est quasiment rendu qu'il faut texter nos enfants parce qu'ils nous parlent pas. Oui, et malheureusement, ça peut arriver. Je vais laisser peut-être... Oui, Égide de Royer, vous êtes... Regardez, deux éléments. Parler des relations sociales des jeunes à l'adolescence. Vous avez tout à fait raison, Mme Bolduc. Mais l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on doit avoir autant de relations virtuelles? Et c'est là que, à un moment donné, parce que la relation face-à-face physique, de côtoyer, de jaser et de jouer ensemble, c'est une chose. Du 100%. Côté des parents, maintenant, il y a une question de parents d'adolescents. Et c'est évident que si on était capable de mettre des cadres dans les écoles, ça donnerait probablement un coup de main aux parents. Mais néanmoins, écoutez, posez-vous la question, moi, comme parent, est-ce que je vais acheter un iPhone à mon enfant de 4e année parce que les autres enfants de 4e année? On se retrouve dans des situations où les parents surprotègent souvent physiquement dans le monde réel des enfants, mais dans le monde virtuel, ils les sous-protègent. Ils les laissent aller dans n'importe où, là, au niveau des réseaux sociaux. Donc, ce qui fait qu'il y a une question d'âge qui rentre en ligne de compte. Et quand votre grand-fille de 12 ans là, est sur des sites sur comment manger moins pour être capable de maigrir et c'est terrible. Plus de livres et encore plus mince, là, j'engage ma responsabilité de parent pour intervenir. Je ne peux pas uniquement dire, écoute, c'est ton choix, ma grande, d'aller sur ces réseaux-là. Mais des fois, on ne le sait pas, Égide. Comme parent, on ne le sait pas. Vous allez voir sur les habitudes alimentaires de votre enfant. Ah oui, c'est ça. Les habitudes de sommeil de votre enfant aussi. Ouais. Vous n'avez pas d'idée comment est-ce que le sommeil est affecté. Mais juste pour la gestion du mot de passe, demande à ton ado de 12 ans, et c'est quoi ton mot de passe de cellulaire? Ça va être comme, quoi? Mais jamais de la vie? Qu'est-ce que les parents peuvent faire dans ce temps-là? Tu peux même pas lui dire, va dans ta chambre, il va dire, parfait, j'ai un ordinateur dans ma chambre. Nous, on en revient. Donnez-nous des trucs, là, parce qu'on est désemparés. On essaie à tous les jours de donner des trucs. Tout à fait d'accord avec c'est une question d'âge. Plus ils sont jeunes, plus qu'il faut encadrer les écrans. Il faut faire du co-visionnement aussi avec eux. On va aussi parler, souvent, les jeunes sont plus sur des jeux vidéo parfois, puis on a tendance à vouloir les laisser comme sur les petits jeux mobiles tout seuls. Mais tu sais, vraiment de jouer aux jeux vidéo avec eux, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans ces jeux vidéo-là, parce qu'il y a de la publicité là-dessus, il y a beaucoup de choses dessus. Donc vraiment, plus ils sont jeunes, plus il faut encadrer. Et les enfants, ils nous le disent, sont contents des règles. Ça les aide à s'autoréguler. Là, autant que des fois, ils vont se fâcher, au final, ils sont capables d'avoir cette réflexion-là que ça leur fait du bien. Au niveau des ados, plus difficile. En effet, si vous n'aviez jamais mis de règles, d'essayer d'en mettre. D'où... bon point ici. C'est ça. Si on n'avait jamais eu, puis on essaye d'en mettre soudainement, c'est quand même un grand défi que vous allez avoir ici. D'où l'importance d'avoir ces conversations vraiment ouvertes et de faire les règles
avec les enfants et que les règles s'appliquent aussi aux adultes dans certains cas. Donc, Comme par à exemple, table le soir, exemple, au avoir souper. des espaces dédiés sans écran. Donc, exemple, à la table, au souper, personne n'a d'écran. Mais si papa et maman ont droit, eux, à leur téléphone, ben l'ado est comme... Et l'enfant se demande pourquoi cette règle-là, pourquoi moi, je devrais la suivre. Même chose, tu sais, pas d'écran dans la chambre à coucher. On le dit, le sommeil, c'est probablement la chose sur laquelle la science est la plus en accord et le plus clair. Ouais. C'est ça. On peut pas coucher à côté de notre enfant non plus, notre ado, pour s'assurer qu'il n'y a pas son ordinateur. On a un papa au téléphone. Bonjour, Roger. Bonjour. Avez-vous des trucs, vous? Ah ben oui, moi j'ai un truc. Moi, quand j'ai 2 ados, 13 et 15 ans. Ouais. Ouf. Et quand ils sont à la maison, que je veux leur faire une tâche quelconque, puis là ils disent j'ai pas le temps ici et ça. Ben là, moi je mets la menace de fermer Internet. Moi, mon câbleau distributeur, j'ai l'option que je peux fermer Internet pendant 1 heure ou 2. Mais vous le fermez pour vous aussi? Ben, c'est que moi, j'ai des données cellulaires. Eux, ils n'ont pas de données cellulaires parce qu'ils ont un téléphone avec leur mère. Donc, quand ils sont chez moi, ils n'ont plus de données cellulaires. Donc, je leur dis, ben là, il faudrait faire la vaisselle ou peu importe. Puis là, ça me tente pas. Ben là, je vais fermer Internet pendant une demi-heure, 1 heure. OK, c'est correct. Et là, ils font la tâche. Ça marche! Mais ils ça vous marche disent très pas, bien. chez maman, elle fait pas ça comme ça? Non. Non. Chez papa, c'est comme ça que ça fonctionne. Oh, mon Dieu, mais c'est magnifique. Vous devriez donner des cours d'éducation parentale. Mais en tout cas, c'est très efficace. Mais c'est parce que ce qu'on Moi, entend, vous mettez votre pied à terre comme parent. Vous êtes un parent éducateur. Ça doit faire le bonheur d'Égide de Royer de vous écouter. Merci. Merci, Roger. Égide, vous le dites souvent, les parents ont perdu leur rôle d'éducateur. Est-ce que c'est ça, finalement, la base, vous diriez? Il faut revenir là? La majorité des parents s'en tirent bien, mais néanmoins, il y a une pression qui est exercée par ce type-là d'appareils connectés. Écoutez, que ce soit l'école ou les parents, il y a une question d'éducation numérique. On parlait l'école sur maison d'éducation. Comme parents, on fait de l'éducation. Il y a une forme de littératie numérique à développer sur comment utiliser, quand utiliser. Vous savez, vous invitez quelqu'un au restaurant, vous avez votre propre téléphone dans la figure, puis vous regardez vos mails durant que l'autre est en train de manger en face de vous. Ça, c'est comme, appelez ça de l'impolitesse numérique, appelez ça une déficience au niveau des relations sociales ou autre. Il y a une question d'éducation à faire là-dessus. Et il y a une question probablement, écoutez, votre fils de 10 ans veut commencer à fumer la cigarette, il va se passer quoi? On va dire, non, c'est pas bon pour ta santé, mais s'il fume en cachette, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On tire une ligne à quelque part. Votre grand-fille de 15-16 ans a demandé de venir me voir en pleurant parce qu'elle a mis une photo compromettante d'elle qu'elle a envoyée à c'est terrible, son chum. Il y a toute une question d'éducation à faire là-dedans. Du côté du scolaire, il y a un encadrement. De la même manière que vous allez assister à un spectacle, on vous demande de fermer vos appareils numériques, mais c'est un peu le même contexte à l'école. Du côté des parents, il va y avoir carrément une forme d'encadrement. On pourrait donner des lignes directrices ou des suggestions comme votre interlocuteur vient de faire aux parents. Il y a des aspects techniques, mais il y a des aspects d'éducation. On ne peut pas y aller en laisser-faire au niveau des parents en disant, écoutez, mon enfant va apprendre sur le numérique comment. Et il y a une limite, il y a une ligne à placer. Quand est-ce que moi, par exemple, je donne un téléphone à clapet à ma fille de 9 ans, elle peut me rejoindre quand elle veut. Elle n'aura un téléphone connecté sur les réseaux ou sur Internet qu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, 12 ans, nommez-les. Ouais. Mais il y a une recommandation du retour du téléphone à clapet, entre autres. Là. Oui, justement, le fameux flip, là, pour pas le nommer, qui... oui, tout à fait. Les jeunes n'aiment pas... Mais quoi qu'ils voient ça comme quelque chose d'un peu vintage. Donc, il y en a qui aiment ça. Mais vous avez raison. Pour les enfants, pour les très jeunes, là, d'âge préscolaire, et Gilles, vous parliez d'études là, qui sont assez documentées. Là, c'est pas d'écran avant quel âge? Principe de précaution, les pédiatres américains et canadiens, là, c'est évident que vous ne mettez jamais une tablette ou l'équivalent entre les mains d'un enfant entre 0 et 2 ans. Par la suite, 3 ans, 4 ans, vous limitez. L'idée de dire, écoutez, là, je pas le temps de m'occuper de toi, prends ta tablette, puis fais des jeux sur ta tablette pendant 2 heures, 3 heures. Développemental parlant, là, les petits des humains ont besoin de bouger, de jouer, de frapper, de courir, s'amuser avec d'autres amis. Donc, dans un coin, à jouer sur une tablette pendant 1 heure et demie, là, dans une période aussi cruciale du développement, il y a un impact. Voilà. Donc, vous limitez de manière très importante. Et par la suite, en milieu scolaire, vous pouvez utiliser les instruments, les ordinateurs et autres instruments connectés, mais vous avez un motif pour le faire. Voilà. Écoutez, quand j'ai 40% presque 40% des gars ont échoué le test d'écriture
de secondaire 5 en écriture plutôt, thèse du ministère. Je ne dis pas que c'est à cause des cellulaires, mais pour améliorer cette situation-là, quelle est la contribution pédagogique des cellulaires? J'aimerais ça qu'on leur prenne par cet angle-là à partir de maintenant. Au lieu de dire on l'interdit ou on le permet, c'est quoi la plus-value, la contribution, la valeur ajoutée d'avoir son cellulaire en tout temps à l'école? Voilà, c'est très clair. Merci beaucoup, Dr. Égide Royer, psychologue, spécialiste de la réussite scolaire. Véronique Bolduc, chargée du développement de programmes d'ateliers de prévention au Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, Le Ciel. Je rappelle, Véronique, vous êtes dans 12 régions. Vous faites la tournée des écoles. Donc, s'il y a des directions d'écoles qui nous écoutent, oui, on va partout au Québec. Vraiment, on a des ateliers pour les 4e, 5e, 6e années et aussi pour les jeunes secondaires, donc 1er et 2e cycle. Donc, vraiment des ateliers de bien-être numérique, des ateliers spécifiques aux jeux vidéo parce que, les jeux vidéo, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un monde. On fera quelque chose juste là-dessus. Et je rappelle, alors, c'est leciel.ca et vous allez sur leur site. Il y a vraiment plein d'informations. C'est vraiment des beaux ateliers ressources. Là. Bravo pour ce que vous faites. Puis merci d'être là. Vous aussi des jeunes. Parce que, comme vous l'avez bien dit, le négatif, on en parle. Il peut y avoir quand même des avantages. Il faut être capable de bien équilibrer tout ça. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Très, très courte pause. Après la pause, vous connaissiez Luc Poirier qui a bien réussi sa vie dans l'immobilier. On va lui demander si acheter une maison puis mettre ça sur 30 ans, c'est une bonne idée. À tout de suite, tout le monde.